Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette cérémonie des vœux. On fait un grand merci tout de suite au groupe barbantanais Desmo Blues qui nous a accompagnés pour cet accueil. Nous aurons le plaisir de les retrouver un peu plus tard pour le verre de l'amitié. Un moment convivial durant lequel vous pourrez déguster les produits de commerçants et artisans barbantanais. C'est un plaisir de les citer. La boucherie de Rieux, la boulangerie Le Pétrin de César, la Trappe à Vin, le moulin de Barbantane et la cabane de Marius. Sans oublier la touche sucrée concoctée par notre chef de la restauration communale, Pascal Vol. Merci également à Jardicop Barbantane pour le décor végétal qui habille la soirée. La cérémonie se clôturera par les remises des médailles de la ville, ainsi que la coupe aux santes, dont les paroles seront diffusées derrière moi, et suivies de la Marseillaise. Mais avant, quelques temps forts nous attendent. Et pour débuter cette soirée, nous allons accueillir les nouveaux élus du Conseil municipal des jeunes. J'appelle Chloé Ardigier, Maya Benjemla Mouret, Augustin Berthaud, Lou Delez-Charles, Yvan Dufustel, Malik El Boustouti, Simon Gérard, Pauline Legras, Vincent Loriot, Sarah Marachirkop, Léo Mouret et Alia Poulalion-Guillet. Une photo ? Ça va ? Ils sont assez rassemblés ? Je vous invite à rejoindre vos places. Et maintenant, nous invitons l'ensemble du conseil municipal à nous rejoindre. Chacun cherche sa place. Avant le discours de Monsieur le maire, nous vous proposons de découvrir un film réalisé par Marie-Céline Ollier dans le cadre du projet En Feu, une galerie des humeurs, en écho aux incendies de la Montagnette de 2022. La réalisatrice nous rejoindra à la suite de la diffusion pour présenter son projet. C'était impressionnant, on avait peur, on était terrifiés. C'était la première fois que les enfants de Barbantane ils voyaient un temps comme ça. C'était un barbecue géant. J'étais au centre aéré et du coup on a dû tous évacuer. On voyait au loin il y avait des flammes dans la forêt, enfin la fumée, des flammes, et du coup on a eu tous très peur. On a dû évacuer et mes grands-parents sont venus me chercher et j'ai pas pu voir plus que ça, mais j'ai vu plein de photos et c'était horrible. Enfin, c'était horrible.
Après, ça se refait, la nature, elle se fait toute seule. Je crois que si on y soit, on ne connaisse pas. Elle n'a pas besoin de nous. Hein. La colline, la montagnette, elle existait avant nous, je crois qu'après nous, elle y sera encore. Bien qu'on peut toujours vociférer, faire des commentaires, je pense que la nature, elle fait son chemin sans s'occuper de nous. Hein. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il faut en dire? On ne peut pas en dire grand-chose de plus. On voyait ce feu arriver avec une intensité et un bruit qui restera toujours gravé de l'émotion me prend. Notre montagnette avait repris vie. Et d'ailleurs, je m'y trouvais au mois de juin, en plein cœur de massif, où je me suis dit, mon Dieu, mais quel bijou, mais c'est magnifique, qu'est-ce qu'elle est belle, notre montagnette. Sitôt dit, j'ai eu un froid dans le dos, pensant effectivement à la sécheresse que nous étions en train de vivre, en me disant, mon Dieu, mais pourvu qu'il nous arrive rien. Eh bien non, malheureusement, le train, le 14 juillet, nous met le feu. Moi, je suis acrobate à cheval. Je prends des risques tous les jours. Mais il faut être lucide, les pieds sur terre, et en train de dire qu'il y a toujours une solution pour arriver à gérer la situation, quoi. Voilà. Ah, c'est tout le crépitement du feu qui est vraiment fort. On ne s'attend pas du tout à ce bruit-là. On l'entend à la télé quand on regarde des choses, mais là, la voir vraiment si proche avec ce crépitement, cette chaleur, c'est vraiment angoissant. Et de voir les pompiers se dévouer comme ça et tous on s'y est mis, quoi. Ouais. Moi, tu vois, j'étais pas là, j'étais plus à l'accueil, mais je m'occupe de la sécurité civile. Dès que j'ai vu les flammes, je suis arrêtée. J'ai dit à Gabi, il faut qu'on rentre. Mon militaire, on rentre de suite. Oui, voilà. oui. Et puis quand Gabriel Chauvet m'a appelé, il m'a dit, chez vous, Béraud? Je lui ai dit, je suis déjà à la mairie, déjà tout ouvert. Hein. Une anecdote, j'étais avec monsieur le maire, Jean-Christophe Daudet. On était assis à la salle des fêtes et on regardait droit devant nous et on avait le feu. Donc la salle des fêtes, elle est au nord, mais elle fait face à la colline devant nous, dans Bertherigue. Et il me dit, on est mort, si ça saute, on est mort. Mais non, j'ai dit, ça sautera pas, ils vont arrêter. Et ils l'ont arrêté. À la nuit tombée, on voyait les flammes qui se déplaçaient sur la montagnette avec les étincelles qui allaient d'un point à l'autre. Ça sautait de 3-4 mètres et il y avait des feux qui prenaient à des endroits différents. On s'est dit, mais tout va brûler. Oui. C'était terrible. Face au côté nord de la montagnette. Et là, c'était impressionnant parce que on voyait le feu se déplacer comme si quelqu'un, en fait, des gnomes ou autres, mettait le feu à des endroits différents. Il y avait des sautes de feu, mais impressionnantes, de plus de 50 mètres, que j'estimais. C'est le 18 juillet ou le 19. Alors il faut se rappeler quand même que la montagnette était interdite de circulation, qu'il n'y avait que les pompiers et les autorités qui pouvaient y aller. Et je suis monté à Frigolet avec notamment Edith Biancon, la première adjointe, qui pleurait. Excusez-moi. Ça c'était... Elle pleurait parce que elle reconnaissait plus la montagnette, les paysages, etc. Et ça, c'était des moments quand même particulièrement forts. Et je sais, il y a encore un an ou deux, des gens qui m'ont dit on n'est plus remonté parce qu'on ne veut pas voir ce qui s'est passé. C'est comme toujours, le bruit et l'odeur. Le bruit, parce que ces feux, ce pétillement, ce brasier, cette chaleur, c'est absolument phénoménal. Et les odeurs, parce que c'est ce pain brûlé et les fumées, c'est affreux. C'est même difficilement supportable quand on n'est pas équipé, quand on n'a pas ce qu'il faut. On ne peut pas s'approcher, la température est telle qu'on ne peut rien faire. Hein. Disons que le feu devient pour nous un ennemi dévastateur, alors qu'en fait le feu au départ c'est quand même quelque chose qui peut nous sauver du froid,
qui nous fait, on s'en sert pour la cuisine, ça devrait être quelque chose qu'on devrait maîtriser. Et là, on ne maîtrise plus rien. On sait que c'est lui qui nous commande, quoi. C'est ça qui est très impressionnant. C'est le sentiment que nous, petits êtres humains, on a beau penser qu'on maîtrise tout, et là, non, il n'y a rien à faire, quoi. C'est pas possible. Il y a eu une solidarité tout à fait exceptionnelle au niveau de la population, qui est venue aussi spontanément porter du ravitaillement pour les sapeurs-pompiers. Les collectivités, bien sûr, se sont mobilisées aussi pour amener de quoi nourrir les pompiers qui sont restés sur le tas pendant plus de 24 heures. C'était vraiment quelque chose d'important. Mais il faut aussi souligner cette solidarité de la population qui a fait en sorte que nous puissions, que les pompiers puissent être honorés et accueillis comme ils le méritent dans une situation aussi exceptionnelle que celle que nous avons vécue. Le feu fait son propre vent, c'est-à-dire ça fait un rouleau compresseur. Il prend l'oxygène au sol, il se développe en mangeant ce qu'on appelle manger, quoi, en brûlant les végétaux, et il roule sur lui-même. Donc on a une fumée très épaisse, chargée de monoxyde, chargée de gaz, chargée de flammes également, et se projette à l'avant, et ainsi de suite. Donc ça fait comme un rouleau. Et le feu toujours se développe. Lui, le feu, il se développe dans l'espace et dans le temps. Le 15 au matin, et puis hop, 10h, le Mistral démarre. Et là, j'étais avec Michel Pécou, je me rappelle, le maire de Corazon, et Caudal-Luisonne, il dit Mistral Durancien. Et là, je l'ai regardé, j'ai vu blêmir, je me suis mis à sa place, parce que c'est humain, quoi. On vient de passer une nuit éprouvante, une journée éprouvante, et rebelote. Le feu, grosso modo, tous les 30 ans, la montagne a brûlé. Maintenant, les gens, ils ont pris conscience que ne pas entretenir un massif forestier, c'est un danger permanent. Et quand je suis arrivé au bout de la route des carrières, il n'y avait personne qui barrait la route, ni rien. Je sais pas, j'ai eu une idée qui est venue comme un flash. Il m'a dit pourquoi je ne prenais pas la route jusqu'à Frégoli. Et là, je suis monté avec ma voiture jusqu'à la route de Frégoli. Et là, ça a été vraiment un moment très très impressionnant. J'avais l'impression d'être dans un paysage complètement lunaire. Encore quelques fumerolles qui se dégageaient un petit peu, et puis là, les dégâts, les pins, cette route que j'ai l'habitude de prendre régulièrement, à pied, en vélo, en voiture, là j'ai été vraiment choqué. Alors tu sais, quand tu n'es pas sur place et que tu apprends un événement comme celui-là, qui se situe à 200 mètres de la maison, qu'est-ce qu'on imagine ? On imagine des choses pas très gaies et un peu dramatiques. Donc, à la fois, j'étais bien où j'étais, mais en même temps, je voulais être là avec Jean, avec ma fille, ma petite fille, mon gendre. Et c'est difficile de le vivre, c'est vraiment, vraiment difficile de le vivre de l'extérieur, de loin. Et lorsque le feu est arrivé, on peut dire qu'il est passé un peu dans le jardin et puis tout autour de chez nous, mais personne n'a eu, aucune maison n'a été abîmée et brûlée parce que les pompiers étaient là. Sauf il faisait tellement chaud, il faisait 50 degrés, je crois, 40 ou 50 degrés, qu'il y avait des... ça repartait en fait, ça repartait, et comme moi j'avais plus d'électricité, j'avais plus de forage, donc j'avais plus d'eau, ma lance à incendie elle allait pas non plus assez loin, donc je prenais des seaux, des poubelles dans mon camion et je me baladais autour de chez moi pour aller éteindre. J'ai des cousins qui sont venus dans la maison en face, c'est une maison de famille, qui sont arrivés aussi entre temps. Et on a passé 3 jours à essayer d'éteindre le maximum de flamèches et de trucs comme ça pour pas que ça revienne vers chez nous, quoi. Le mieux, c'est végétaliser intelligemment, c'est la culture en fait, c'est l'action de l'homme dans des massifs comme ça. Tandis que s'il y a de l'agriculture, s'il y a des terrains qui sont entretenus, de l'olivier, de l'amandier, j'en sais rien moi, mais sur ces parcelles-là, au milieu de ces massifs-là, de suite ça fait des coups-de-feu et c'est génial parce qu'on peut réguler les incendies. Il y en aura toujours des incendies, mais il y en aura moins et ça fera des zones protégées, quoi. Voilà, c'est tout. Et pour la biodiversité, c'est très important parce que là, ça a morflé. Le train a eu un petit souci, donc ça a fait des étincelles et du coup ça a propagé le feu.
et le vent a poussé les flammes sur l'herbe. Du coup, le feu a brûlé tous les arbres maintenant c'est tout brûlé et on peut pas regarder si avant ils étaient beaux les arbres parce qu'ils sont brûlés et voilà. J'ai été née à Avignon et juste après mes parents ils sont venus ici parce qu'ils aimaient bien la montagnette et tout ça et du coup c'est un peu triste pour moi parce que je faisais souvent les balades avec mes parents dans la montagnette et quand il y avait des arbres. Quand on arrête de prendre des trucs en verre, qu'on le met au-dessus du soleil parce que ça aussi, ça peut faire du feu et jeter c'est pas bien pour la nature parce que pour les animaux, ils sont plus de nourriture, de provisions pour l'hiver ou pour se nourrir comme les lapins, les sangliers, etc. Oui, très triste. Parce que la nature c'est vivant et il faut prendre soin de la nature. C'est que les déchets ça fait pas du bien à la terre parce que c'est du produit chimique pour la terre. Comme du poison et tu le manges et tu meurs. J'étais à ma maison, j'ai vu de la fumée. Je ne savais pas vraiment si c'était un incendie ou autre chose, mais je la voyais par la fenêtre de ma maison. Mais mes parents ne savaient pas parce que j'étais toute seule dans ma chambre. Ils étaient en bas dans le salon en train de préparer à manger. J'ai attendu pour voir si ça se calmait, parce que j'avais un peu peur. Il y a des arbres sans feuilles, la plupart sont tombés, et quand c'est noir, gris. Je trouve ça, d'un côté, je trouve ça pas très beau, je trouve ça un peu ennuyant, mais sinon, j'aime bien prendre la cendre, me maquiller avec. Je me souviendrai, je crois, toute ma vie du jour où j'ai fermé la porte du centre de loisirs ce jour-là, en ayant fini de compter tous les groupes, en me disant mon Dieu, j'espère qu'il n'y a plus personne dedans. J'espère que j'en ai pas oublié. Je regarde et je vois les hélicoptères et je vois une grande fumée qui venait du côté de Terrefort. Voilà. Donc aux affoles, on se dit il y a un feu et on regarde et les hélicoptères portaient des poches d'eau. Et la première réflexion que je me suis faite, ils n'ont pas de Canadair, il n'y a que des poches d'eau, ce ne sera pas suffisant. Il y a le feu, c'est grave. Voilà. Et il y avait des animaux aussi, ces gens-là avaient des animaux, mais eux, ils les ont lâchés et on les a retrouvés quelques jours après, beaucoup plus loin, quoi. Mais les chats, apparemment, ont été... Je pense qu'on s'est consolé comme ça en se disant qu'ils avaient été intoxiqués par la fumée et qu'ils n'avaient pas souffert. Parce qu'on espère, on se raconte des histoires dans ces cas-là parce qu'on n'a pas envie d'imaginer le pire. On a dit, mon Dieu, il ne faudrait pas qu'il y ait le feu. Et malheureusement, en levant les yeux, en regardant vers l'horizon, surtout vers le sud, on a vu des flamèches de suie qui arrivaient, qui tombaient, qui étaient dans l'air. Il y a le vent du sud qui soufflait ce jour-là nous les amenait jusque sur la maison d'Odile. Et puis on a vu de la fumée, une grosse fumée qui montait dans le ciel. Et on a dit, ça y est, il y a le feu à la montagnette. J'appelle sur la scène Marie-Céline Ollier pour venir nous parler de son projet. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Alors, je mets des choses là. Alors, j'ai préparé un petit texte, c'est plus simple. Donc, vous venez de voir des extraits de récits du feu, c'est-à-dire des témoignages de celles et ceux qui ont subi les incendies de juillet 2022. Ce projet,
en partenariat avec la commune de Barbentane, que je remercie grandement pour toute l'aide qui nous a été apportée. Et elle est ô combien importante, cette aide, par les temps qui courent. Donc merci Monsieur le maire, Jean-Christophe Daudet, merci Laurent Bourbousson, je ne sais pas où il est, mais merci beaucoup. Merci aux gars de la technique, Thierry Ferrand et Alex Roffa, et merci à toutes les personnes de la mairie qui m'ont toujours si bien accueilli. Ce projet donc est né du fait que j'étais absente lors du feu du 14 juillet 2022 et que ma famille me disait « Ne viens pas, c'est pas la peine, ça servirait à rien ». Du coup, j'étais loin, je regardais les images sur Internet, j'imaginais tout, c'était terrible. De ce sentiment de frustration et de culpabilité est née une installation qui s'intitule « En feu, une galerie des humeurs » que vous pouvez découvrir ce soir. Je tiens à préciser une chose importante, c'est que nous n'avons pas pu filmer et interroger autant de personnes que nous aurions voulu, tout simplement parce que nous avons manqué de temps et d'opportunités pour le faire. Nous avons aussi contacté beaucoup de personnes qui ne nous ont pas répondu. Ainsi, dans le mur d'écran, s'il y a des images que nous avons faites, il y a aussi beaucoup d'images, photos et films qui m'ont été donnés par des habitants, des pompiers, des personnes de Barbentane et des communes autour, victimes du feu. Et dans les 2 alcôves d'écoute, vous pourrez entendre des extraits d'interviews de personnes de tous âges, de toute classe sociale, de toutes obédiences. Car ce qui m'importait depuis le début, c'était de récolter une parole libre autour de l'expérience vécue et subie des incendies de juillet 2022. C'est donc le regard et la voix des personnes, leur récit du feu, qu'il vous est donné de découvrir ce soir. Je précise qu'une plateforme d'écoute sera créée d'ici la fin février afin que l'on puisse consulter l'entièreté de tous les témoignages sur la toile, les témoignages filmés et ceux qui n'ont pas été filmés. Vous avez aussi accès à un cahier sur un lutrin là-bas pour noter vos impressions et vos courriels et téléphones afin que l'on vous prévienne quand on aura les dates, car il y aura une autre soirée exclusivement consacrée à l'installation, organisée par la commune et sans doute d'autres soirées alentour, j'espère en tout cas. Voilà, j'espère que cette œuvre vous parlera. Merci. Merci Marie-Céline. J'invite maintenant Monsieur le maire à prendre la parole pour son discours des vœux. Très bien. Merci. Merci Marie-Céline et j'espère qu'on arrivera à faire cette soirée à la salle des fêtes en invitant tous les Barbentanais qui le voudront, d'ailleurs les non-Barbentanais aussi, et de manière à ce que non seulement on puisse voir le résultat de ton travail qui est comme d'habitude somptueux, mais qu'en plus on puisse libérer aussi la parole parce qu'on a quand même vu à travers les témoignages que les gens avaient besoin de parler et que c'était quelque chose qui nous avait quand même passablement secoué. Donc on organisera cette soirée, ça sera sûrement un moment de rassemblement qui sera très important pour nous tous et les gens des autres communes seront les bienvenus. Bon, bonsoir mesdames et messieurs et chers amis. Alors vous savez que j'aime toujours que Barbentane se singularise un petit peu. Donc j'ai fait la promesse aux élus et aux autres maires. C'est la dernière cérémonie des vœux, donc on en a déjà fait quelques-unes, on va dire. Et généralement, ça s'éternise plus ou moins en fonction des maires, en fonction des communes. Et j'ai dit que nous, on ferait la cérémonie la plus courte. Donc vous avez devant vous peut-être le maire des Bouches-du-Rhône, voire même de la région PACA, qui va faire un discours de 5 minutes. Voilà, je vous l'annonce de suite. Merci. Je pense que... Je vous expliquerai pourquoi d'ailleurs après. Mais bon, je vais mettre peut-être plus de temps à remercier les gens qui sont venus que de parler à proprement parler. Mais bon, c'est un exercice qu'il faut faire. Donc, merci donc chaleureusement de votre présence. Et donc, permettez-moi de vous présenter les élus des communes voisines et autres personnalités qui nous font eux aussi l'amitié et l'honneur de leur visite ce soir.
Par rang protocolaire, j'excuse M. Romain Beaubry, député de la 15e circonscription des Bouches-du-Rhône, mais qui est représenté par Mme Chantal Alex. Je remercie Mireille Jouve, donc sénatrice des Bouches-du-Rhône, et Stéphane Ravier, sénateur des Bouches-du-Rhône, de leur présence. Merci Mireille aussi de nous avoir accueillis et d'avoir accueilli le conseil municipal junior au mois d'octobre à Paris. Je te souhaite d'accueillir la nouvelle fournée dans 2 ans. Ça voudra dire que ça se sera bien passé pour toi. Je voudrais aussi saluer la présence de Mme Solange Ponchon, conseillère régionale, qui représente le président Muselier de la région Sud. Madame Corinne Chabot, bien évidemment, merci Corinne d'être là. Vice-présidente du conseil départemental, représentante de Madame Martine Vassal. Et également, mais pas seulement, parce que ça serait trop long, présidente de Terre de Provence Agglomération et aussi maire de Montlégès. Merci à toutes les deux, transmettez à M. Muselier et à Mme Vassal mes remerciements pour les subventions que nous avons pu obtenir pour Barbantane. Je pense d'ailleurs que ça se voit autour de chez nous, même si j'espère que dans peu de temps, les Barbantanais n'auront plus à s'en plaindre. Je voudrais aussi remercier un ami, Serge Portal, qui est venu par la gare de Orgon jusqu'à la gare de Barbantane. On va rêver un petit peu. Serge, c'est le vice-président aux mobilités à Terre de Provence Agglomération. C'est un homme que j'apprécie particulièrement. Vous savez, quand on est dans des réunions entre maires, à force, au bout d'un moment, on finit par se connaître quand même pas mal. Et Serge, c'est un homme d'une humanité qui est assez remarquable. Et je voulais voilà, je suis allé à tes vœux et je suis très heureux que tu sois là ce soir. Et je regrette malheureusement que d'ici quelques semaines, tu ne te représentes pas. Mais j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. Et en tout cas, tu seras toujours le bienvenu à Barbantane. Et après, il y a l'élu de notre commune jumelle, M. Picarda de Rognona, avec qui nous entretenons aussi d'excellentes relations. Merci Yves d'être là. Jean-Marc Martin-Tesser, bien sûr, le maire de Verquières. Merci Jean-Marc d'être là. Et on a aussi Laurie Ponce. Merci Laurie d'être là. Saint-Pierre de Mézoargues. Voilà, je crois que j'ai oublié personne comme maire. Et puis maintenant, on va parler des représentants des communes aux alentours. Donc des communes d'Eyragues, Graveson, Mayenne, Nove, Plan d'Orgon, Saint-Andiol, Saint-Rémy, le Paradou et Boulbon. Donc si je ne me suis pas trompé quand les gens sont arrivés, je salue Madame Yvette Pourtier, représentante de M. Michel Gavanon, maire d'Eyragues, Monsieur Philippe Crivet, représentant M. Michel Pécou, maire de Graveson, Mesdames Ludivine V et Martine Isabal, représentant M. Le Coffre à Mayenne, Monsieur Robert Anastasie, représentant Monsieur Georges Julien, maire de Nove, mais j'ai vu passer aussi Christian Ray, qui est candidat à la mairie de Nove, que je salue aussi. Monsieur Marc Ambert, représentant Monsieur Jean-Louis Lepian, maire de Plan d'Orgon. Madame Patricia Quitter, représentant Monsieur Daniel Robert, maire de Saint-Andiol. L'inénarrable Monsieur Gabriel Colombet, qui est quasiment partout dans toutes les séances. Donc merci à lui d'être là et de représenter, je ne le vois pas, je ne sais pas où il est, mais il est là, qui représente le maire de Saint-Rémy, Hervé Chérébini. Et puis nous avons aussi bien sûr Jean-Pierre Cesson, qui est le président de notre régie des eaux intercommunales, qui représente aussi Marcel Martel, maire de Château-Renard. Merci à Jean-Paul Puravant, René Ami, qui représente Jérémy Béchu, maire de Boulbon. Monsieur François Xavier Sudre, qui représente Madame Pascale Licari, maire du Paradou. Donc je salue aussi mes collègues membres du conseil municipal junior, mais aussi les collègues membres du conseil municipal des Grands. Monsieur l'adjudant-chef Prodome de la brigade de gendarmerie de Graveson. Monsieur le commandant Patrick Plan, chef du centre de secours des sapeurs-pompiers de la Montagnette. Madame Bernadette Presse-Roboul, qui est la présidente de la Chambre des métiers et la présidente du journal Farandole. Et je crois avoir vu 2 directrices de l'école des Moulins, que je salue, Mesdames Muriel Léché et Madame Julie Brouchado. Je ne pense pas avoir vu Hélène Carletti. Si elle est là, je la salue, mais je ne pense pas l'avoir vue. Monsieur Charles Brun, directeur de la régie des eaux intercommunales, et une nouvelle fois, Monsieur Brun, je vais encore vous dire que nous avons une régie du feu de Dieu, on va dire. On a vraiment des compétences à l'intérieur de votre régie. Et je suis super content que depuis le 1er janvier, Barbantane ait raccroché les wagons de la régie des eaux de Terre de Provence Agglomération. On était la dernière commune parce que notre quota d'affermage s'est terminé le 31 décembre 2025. Et donc je sais qu'on va partir sur... Enfin, on va continuer sur de bonnes bases avec vous. Et je voulais encore une fois remercier la qualité du travail que vous effectuez. Et nous avons aussi
Ce soir, Madame Christelle Gay, directrice des EHPAD de Barbantane, Château-Renard et Nove. C'est là où on voit que la mutualisation des EHPAD, chaque année, il y a une commune de plus qui se greffe, malheureusement. Et aussi Isabelle Petitot, la directrice de la résidence autonomie La Montagnette. Enfin, je salue l'ensemble des présidents et présidentes des associations de la commune. Et je vais donc entamer mon discours, qui sera le discours le plus rapide de l'année. Et vous allez savoir pourquoi. Puis je pense qu'en ce moment, on n'a pas trop envie de longs discours, on a plutôt envie de se retrouver et de boire des coups. Donc cette année, comme vous le savez, est particulière puisque dans quelques semaines seront organisées les élections municipales. Aussi, conformément au Code général des collectivités locales, je ne parlerai ni de bilan ni de projet, dans la mesure où il m'est imposé une communication neutre et purement informative. Donc un maire qui ne peut parler ni de ses bilans ni de ses projets, c'est un petit peu compliqué pour lui de faire un long discours. Et puis c'est une bonne nouvelle, comme je le disais, car cela raccourcira considérablement mon intervention et permettra de nous retrouver très rapidement devant l'apéritif confectionné par l'intermédiaire de nos commerçants et artisans locaux, que je remercie encore ce soir. Chacun connaît ici le contexte international particulièrement anxiogène qu'il est inutile de rappeler, tout comme le triste spectacle d'une politique nationale à bout de souffle. C'est la raison pour laquelle, et je vais paraphraser aussi l'intervention de Jean-Marc, puisqu'il a cité aussi au vœu à Verquières, c'est la raison donc pour laquelle les mots de l'écrivain Paul Valéry, écrits au sortir de la Première Guerre mondiale, demeurent terriblement d'actualité. Le vent se lève, il faut tenter de vivre. Cet appel à l'action et à l'optimisme face aux défis de l'existence doit nous inviter à nous relever et à tenter de vivre ensemble. Car plus que jamais, je pense que la réponse à tous ces mots nationaux ou internationaux doit partir du local. Et je suis sûr que tous mes homologues qui sont présents ce soir ne me démentiront pas quand je vais leur dire que les maires, encore plus aujourd'hui, sont devenus non seulement la quille, mais également le gouvernail de bateaux naviguant sur une mer agitée et que nous souhaitons tous mener à bon port. Être maire, c'est avant tout rassembler les énergies, les talents, les générations autour d'un même projet, celui d'une commune active, solidaire et tournée vers l'avenir. C'est encourager l'engagement, soutenir les initiatives et accompagner les transitions nécessaires à notre temps. Et heureusement, une commune ne se dirige pas seule. Ce soir, c'est d'abord de vous, élus, agents, bénévoles, que je veux parler, car quoi qu'il en soit, les résultats que nous pouvons obtenir sont le fruit d'un travail collectif. Je vous souhaiterais vous remercier, vous, tous les conseillers municipaux, pour l'ensemble du travail que vous avez accompli durant ce mandat, marqué par des situations exceptionnelles, comme la crise de la Covid ou les feux de la Montagnette. Vous qui sacrifiez une bonne partie de votre temps, souvent au détriment de vos loisirs, de vos familles, pour vous consacrer à la chose publique, avec enthousiasme et honnêteté, et ce, dans le seul but de rendre service. Je vous demande de les applaudir, s'il vous plaît. Merci également, Eliana, ce soir, à l'ensemble des agents municipaux qui nous aident grandement au quotidien et apportent aux administrés un service public local de qualité. Bien souvent, on dit des fonctionnaires qui sont planqués, qui ne font pas grand-chose. Je peux vous dire qu'il y a des fonctionnaires qui travaillent tard le soir, qui travaillent d'arrache-pied, qui envoient des mails à 23h, qui envoient des mails le samedi, qui envoient des mails le dimanche, qui ne sont pas bien quand ils n'arrivent pas à finir un dossier. Et ils le font pour vous, ils le font pour nous, et je voulais aussi les remercier. Et bien sûr, permettez-moi aussi de saluer et de remercier comme il se doit nos responsables d'associations qui, avec leurs membres bénévoles, et on les a encore fêtés il y a 2 jours, nous permettent de nous adonner à notre nombre d'activités artistiques, culturelles, sportives ou tout simplement récréatives. Merci à la communauté enseignante du travail quotidien accompli afin de donner à nos enfants tous les outils pour bien grandir dans ce monde si complexe et qui le devienne de plus en plus. Merci également aux commerçants, artisans, chefs d'entreprise qui s'activent au service de notre économie locale. Merci aux professionnels de la santé qui œuvrent tous les jours
au bien-être des habitants. Merci à nos paysans, et vous aurez remarqué qu'il n'y a pas le drapeau européen cette année, qui cultivent inlassablement la terre pour mieux nous nourrir et entretiennent nos si jolis paysages. Merci à tous ceux qui, jour après jour, que ce soit dans le cadre de leur métier ou par pur altruisme, apportent ce petit plus qui fait toute la différence et enrichit notre qualité de vie et nos rapports humains. Je souhaiterais aussi avoir une pensée émue pour celles et ceux qui sont malades, dans la souffrance ou l'isolement, et à qui je souhaite des lendemains plus radieux. Et j'envoie un petit clin d'œil à Jean-Paul, il se reconnaîtra. Et à tous ceux d'entre vous qui souffrez de la perte d'un proche, je puis vous assurer de toute ma sympathie. J'ai commencé mon intervention par une citation, je terminerai par une autre qui laisse ouverte la porte à beaucoup de choses. L'avenir de l'humanité reste indéterminé parce qu'il dépend d'elle. C'est sur cette donc injonction du philosophe Henri Bergson que j'achèverai mon propos, non sans avoir souhaité aussi la bienvenue à celles et ceux qui ont eu la bonne idée de venir s'installer dans notre village et de nous rejoindre. À ces nouveaux Barbantanais, à vous tous qui êtes ici et là, tous ceux qui vous sont chers, au nom de l'ensemble du conseil municipal et en mon nom personnel, je vous souhaite une très bonne et très heureuse année 2026, pleine de sérénité, de grands moments de joie, de paix retrouvée et surtout de santé. Je vous remercie. Monsieur le maire, je vous propose que l'on passe à la remise des médailles. Pour la première médaille, cette médaille est remise à Nicolas Thomas et Marie Salomé, propriétaires du restaurant L'Ineffable à Barbantane. Comme ils travaillent ce soir, on a un petit film à vous présenter. Voilà, nous sommes donc à l'Ineffable avec Marie et Nicolas. Malheureusement, ils ne peuvent pas être avec nous ce soir à la salle des fêtes puisqu'ils travaillent. Ils travaillent d'arrache-pied et on en est fiers et tout le village en est fier d'ailleurs. Je rappelle qu'ils sont arrivés au village et qu'ils ont ouvert l'Ineffable au mois de juin 2024 et qu'ils ont décroché la fameuse étoile le 31 mars 2025. Une étoile de plus qui resplendit sur le ciel barbantanais. Et je pense que ça honore tout le village, cette distinction, et ça permet de parler de Barbantane en bien. Et je crois que tous les Barbantanais sont fiers d'avoir un restaurant de ce niveau, avec des gens aussi sympathiques, aussi intégrés dans le village. On les a vus au food truck, on les voit fréquenter les commerces locaux, sans exclusive. Je pense que c'est un couple qui s'est parfaitement bien intégré au village et qui assure complètement sa renommée. Donc il était normal, je pense que au nom de l'ensemble du conseil municipal, Nicolas et Marie, on vous remet la médaille de la ville par rapport à tout ce que vous faites de bien et tout le bien que vous faites pour le village. Donc je vous la remets officiellement. Je vous embrasse. Merci. Je vous la donne à vous. Merci. Félicitations. Nicolas. Merci beaucoup. Un petit mot pour tout ce que ça représente pour nous, une médaille de la ville, parce qu'on s'est installé dans le petit village de Barbantane, dont on est tombé sous le charme instantanément. Un restaurant, ça reste un lieu de vie, et on a toujours eu avec Marie la vocation de s'installer dans un endroit où on participe à la vie. Et c'est ce qu'on fait ici, j'espère le mieux possible. De faire partie de l'essor, de la dynamique d'un endroit. Nous, on est très heureux sur le village de Barbantane, on a été extrêmement bien accueillis. Merci vraiment à tous les Barbantanais qui sont venus dès le démarrage, qui nous ont vraiment soutenus, aidés, et qui sont présents encore chaque soir. C'est difficile de trouver un soir où on n'a pas quelqu'un du village, hein, donc merci à tous pour votre confiance, et voilà, on est très heureux de faire briller le village, tout simplement. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci, monsieur le maire. Merci, avec grand plaisir. Merci. Au revoir. Pour la seconde médaille, j'ai l'honneur d'appeler Suzanne Griot à venir sur la scène. En compagnie d'Edith Biancone et de monsieur le maire. Je t'embrasse.
Alors voilà, il y a toujours un peu d'émotion dans ce qu'on fait, mais qu'est-ce que je suis heureux de pouvoir célébrer Suzanne, et je crois que tous les Barbantanais se reconnaîtront et auront aussi, je pense même en haut le cœur, voire peut-être une petite larme, parce que la farandole, Suzanne et Robert, ça fait partie de tous nos souvenirs depuis tellement de temps, et c'est tellement une boutique singulière qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Je ne sais pas comment... Il y en a qui disent que c'est la caverne d'Ali Baba, il y en a qui disent... Enfin, en clair, quand on ne trouve pas quelque chose, on va chez Suzanne et on trouve. Voilà, donc Suzanne, on a souhaité la mettre en honneur. Ne prends pas ombrage, Robert. Tu as eu aussi beaucoup de célébrations, de commémorations, et si tu veux, tu pourras nous rejoindre après. Mais on tenait particulièrement à remercier Suzanne pour tout ce qu'elle fait maintenant depuis des décennies. Alors, j'avais une fiche, mais je la lis pas, parce que je pense que c'est mieux de parler comme ça. De ce que j'ai su, tu as commencé un peu au Café du Midi. Tu as même dit qu'a priori, il venait en 66. Tu nous as même dit qu'il valait mieux que les murs n'aient pas d'oreilles à ce moment-là. Donc, je ne sais pas ce qui se passait au Café du Midi. C'était peut-être les 12 coups de minuit, je ne sais pas, à midi, mais en tout cas, voilà. Et puis, c'est le 15 novembre 69 que vous avez ouvert la farandole, et c'est l'année de ma naissance, je peux vous le dire, donc vous voyez un peu le temps qui a passé, à rue du Four, et puis après vous avez... Mais tu sais quoi, on va prendre le micro, donnez-nous un micro pour Suzanne, voilà. Non, mais si tu veux, attends, donc, et puis donc depuis le 15 novembre 69, vous tenez la farandole avec... On a ouvert le 15 novembre 69. Voilà. Donc, je tenais vraiment à te remercier, à vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour le village, et à te remettre cette médaille de la ville que je pense tu mérites 1000 fois. Ça me touche beaucoup. Sachez, j'ai des petits flashs comme ça. À 6-7 ans, j'allais chercher des petits cadeaux. Je me souviens d'un vase provençal pour la fête des mères, pour ma maman, et c'était Suzanne qui était là. Et elle me dit, tu venais chercher tes cahiers et tes stylos pour l'école. Donc ça fait quand même beaucoup de temps, et ça fait plaisir de continuer à avoir quand même ce type de relation. Donc Edith, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Effectivement, je vais dire un petit mot ce soir pour Susu. C'est vrai, quand je suis venue te voir pour te dire on aimerait bien te remettre la médaille de la ville, la première chose que tu m'as dit, c'est je t'ai vu naître. Donc c'est super émouvant quand on va bientôt avoir 50 ans dans quelques jours. Donc je me dis waouh, la farandole quand même, quel beau monument à Barbantane. Donc vraiment, merci pour tout ce que tu as fait. D'être dans mon magasin, et je remercie toutes les personnes qui ont été fidèles. Voilà, et j'ai eu que des amis, et merci à tous. Voilà, c'est dit. Bravo. Robert, tu veux monter, Robert? Viens, viens. Par contre, on ne te fait pas parler, sinon ça va durer longtemps. Moi, je veux bien raccourcir les discours, mais après, il ne faut pas non plus que... Ou alors, on va limiter à 1 minute, on va essayer. Hein. Parce que faire arrêter Robert de parler, c'est plus difficile que d'arrêter un bio sur une ancienne. Ouais, Robert. Tu as peut-être un peu plus l'habitude des honneurs que Suzanne, mais voilà, je voulais que tu puisses monter aussi. Tu veux dire un petit mot? Est-ce que tu veux parler? Moi, je suis fier que les élus que vous êtes, avec les responsabilités qui sont les vôtres, ayez pensé qu'il y a un commerce qui se tient et qui fonctionne grâce à vous tous, bien sûr, pas grâce à nous, depuis 60 ans. Et je suis fier que mon épouse ait épousé les caractères de tout le monde et soit gentil avec tout le monde. Moi, je suis né à Barbantane. Et je connais plus de monde j'ai que pas toi. elle connaît plus de monde que moi, vous voyez. Mais ce qui me touche beaucoup, c'est d'abord de vous remercier, les élus. Et j'arrive de loin. Et oui, elle arrive d'Afrique du Nord. Et ça, tout le monde le sait. Et voilà. Et puis que notre vie commerciale risque de s'achever sous peu. Ça n'a rien à voir avec le village. C'est l'âge.
c'est plus difficile. Je crois qu'on peut les comprendre. Hein. Bravo. Bravo Robert. Merci. Merci. Tu veux que je te le porte, hein? Non, ça va? Fais attention avec les marches là-bas. Allez. Merci. Avec plaisir Robert. Alors, il n'y aura que 3 médailles, donc c'est la dernière. Mais elle est très importante et c'est Edith qui va la présenter. Alors pour l'ultime médaille, nous appelons Nicolas Rodriguez. Allez, viens à côté de moi. Donc effectivement, ce soir, je vais remettre la médaille à Nicolas Rodriguez. Donc moi, par contre, j'ai des notes, hein, parce qu'il y a des termes techniques que je ne peux pas inventer. Donc effectivement, un grand passionné de motocross depuis plus de 35 ans. Donc c'est un champion, à 46 ans, Nicolas Rodriguez continue de briller sur les circuits nationaux, portant haut les couleurs de Barbantane. Donc l'histoire, ça commence comment? Ça commence très tôt, à seulement 4 ans. Il commence à la moto par une passion qui est transmise par son papa Michel, que je connais, qui est dans la salle, et j'en suis sûre, il est très fier de te voir à côté de moi. Je pense même qu'il a même la petite larme. Il continue rapidement, à 6 ans, il décroche déjà son premier titre de champion de Ligue de Provence. Donc là, effectivement, ça annonce une carrière exceptionnelle. Donc, environ 35 années de compétition au compteur. Il compte un sacré palmarès. Donc, je vais vous le citer. Champion du monde par équipe en 92. Là, par contre, il est sélectionné parmi les 600 coureurs de la Fédération française de moto. Il est pilote officiel de Kawasaki de 92 à 94, puis pilote pour Yamaha France, 4 fois champion de ligue, attention, et il fait de la compétition son métier jusqu'à l'âge de 23 ans. Donc là, à partir de là, il se dit, il faut que je commence à travailler. Et donc en fait, il le fait bien, il a une vie professionnelle et il continue sa carrière sportive en parallèle. Donc il s'entraîne dur, il suit des stages de préparation importants, il prend soin de sa condition physique parce que c'est très important dans ce milieu sportif. Et en 2025, donc l'année dernière, grâce à sa rigueur, il obtient de très bons résultats. Le palmarès de Nicolas en 2025, c'est champion de France par équipe, représentant la région Auvergne-Rhône-Alpes, et 2e place en individuel au championnat de France. Vraiment, pour ça, je pense que vous pouvez applaudir. Donc, comme je vous l'ai dit, il est actuellement artisan à son compte à Barbantane, mais il continue donc effectivement sa carrière sportive. Donc là, on peut déjà remercier tout son milieu familial, entre autres Laure, qui l'accompagne vraiment sur tous les aspects logistiques. Un grand bravo. Alors, elle est panoteuse. Panoteuse, qu'est-ce que c'est? Donc, je viens de l'apprendre, c'est pour ça que je vous l'ai dit. Elle se met en bord, donc là, elle est licenciée pour faire ça. Elle se met en bord de circuit et elle note le rang, voilà, les places, le rang de Nicolas à chaque tour. Donc, 1er, 2e, 4e, voilà. Et donc, ça le motive, et elle fait ça. Il y a aussi autour de lui ses 2 enfants, qui sont Robin et Lou. Donc là, plus particulièrement, ils lui font la communication sur les réseaux sociaux. Voilà, donc pour ça, vraiment, je pense que c'est important, l'entourage familial. Donc, qu'est-ce que tu as fait encore cette année? 9000 km en camping-car. Ouais, exceptionnel quand même, parce que... Et autour de Barbantane. Non. Le week-end, bien évidemment, parce qu'en fait, c'est 10 compétitions à l'année pour être effectivement classé.
Voilà, donc après on peut bien évidemment parler de son grand partenaire depuis plus de 20 ans qui est Subramoto, qui est un partenaire très important pour lui, qui est en plus local. Voilà, écoutez, on peut finir, mais tu vas peut-être nous en dire plus. Il a bien évidemment créé une association sportive pour pouvoir avoir de plus en plus de sponsors et de partenaires et qui l'aide bien évidemment à monter les motos, être de plus en plus performant et pouvoir faire de sacrés challenges comme je viens de vous le dire. Voilà. Bon Nico, félicitations. Je te remets la médaille de la ville que j'ai pas. Tiens, Edith. Merci. Et attends, il y aura des... Edith. Elle n'est pas en chocolat, donc c'est voilà. Félicitations Nico. Et je te garde un petit peu d'huile d'olive de chez qui tu sais et une petite bouteille de rouge, mais on te laisse le soin de t'exprimer. Bonsoir tout le monde. J'avais préparé un petit message, mais je ne vais pas le faire parce que trop d'émotions. En fait, c'est la cérémonie du discours le plus court et où on pleure le plus. Non, mais c'est vrai que ça va le faire. C'est vrai que quand Edith m'a appelé, qu'elle m'a dit on veut faire ça, ça m'a fait quelque chose de très particulier. Même si c'est un village, c'est dur. Merci beaucoup. Merci à toi. Je savais que j'allais te faire pleurer. Félicitations. Tu auras assez de même pour prendre tout ça. Ne fais pas tomber la médaille. Bonne soirée. Merci. Je clôture. Alors c'est moi qui reviens de clôturer la cérémonie. Non sans bien évidemment chanter nos deux hymnes. Le premier, notre hymne provençal, la coupe aux santes. Et ensuite, bien évidemment, la Marseillaise. Et ensuite, nous descendrons et les élus vous serviront un petit coup à boire et à manger. Donc je vous appelle, on va s'asseoir, puisqu'il faut s'asseoir pour la coupe aux santes. On va commencer par la coupe aux santes. Coupez-moi le micro, parce que même si je chante juste, j'ai pas envie que tout le monde entende. Et à tout à l'heure pour l'apéritif. Merci.